Les bandits et autres criminels traqués dans les moindres coins de la capitale, plus de 300 agents des forces de sécurité ont sillonné hier les différents secteurs de la ville. Notre équipe de reportage a suivi cette patrouille de grande envergure. Le reportage dans un instant. Elle touche plus de 15% de la population malienne et tue plus que le sida. Le monde célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre l'hépatite B. Au Mali, les acteurs proposent le dépistage systématique des femmes enceintes et la vaccination des nouveau-nés. Les musulmans l'égrènent en récitant des prières. Le chapelet est un outil de calcul mais aussi de dévotion. Ses origines, usages et symboliques dans le grand format de la rédaction ce soir. Du sport, les Jeux Olympiques Londres 2012, c'est parti depuis hier. Nous parlerons aussi de cette rencontre qui oppose demain à Kigali les Aiglons du Mali aux juniors du Rwanda. La rencontre entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations juniors. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Merci de votre présence. Et nous ouvrons ce journal par l'impressionnante patrouille organisée hier soir dans la capitale par les forces de sécurité. Elle a mobilisé plus de 300 agents répartis à travers 4 secteurs. Sékou Kouyaté et Amadou Sankaré ont suivi cette patrouille dans la capitale. Ils ont également recueilli l'avis de la population qui trouve que l'opération est salutaire. Reportage. C'est au niveau du groupement mobile de sécurité GMS d'Ntomikorobougou que les forces de sécurité se sont donné rendez-vous pour la patrouille de grande envergure. Cette opération, qui regroupe les éléments de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale, consiste à sécuriser la capitale et ses environs. Le district de Bamako connaît une certaine insécurité due principalement à la prolifération des armes de guerre, à des attaques à main armée, les braquages et les cambriolages. C'est dans cet esprit que les plus hautes autorités chargées de la sécurité dans le pays ont décidé de mener des patrouilles de grande envergure pour permettre à nos populations de vaguer normalement à leurs occupations, surtout de nuit. Pour mieux cerner la capitale, 300 agents ont été déployés dans 4 secteurs. Entre 0h et 6h du matin, ils ont procédé à des fouilles systématiques sur des véhicules, contrôlé des motos et même des passants. D'habitude, je vois les patrouilles avec les policiers seulement, on contrôle les choses et puis c'est fini. Mais cette fois, c'est avec les militaires et puis les armes à main, ça fait un peu peur. On trouve que c'est bon vraiment pour la sécurité du peuple. Aucune personne ne doit sortir sans les pièces. Le fait que j'ai été brusquement arrêté et puis fouiller les coffres et autres, là, c'est une très bonne chose que les gens se fassent contrôler. Et il n'y a rien de plus apaisant à Bamako aujourd'hui de savoir qu'on peut sortir sans vraiment se faire attaquer. Nous contrôlons les personnes et nous contrôlons les véhicules dans le cadre de la prolifération des armes. Certains noctambules sont réfractaires au contrôle. Ce soir, on a eu un petit incident. Bon, heureusement, on a pu faire comprendre aux messieurs qu'ils ne sont pas pour leur propre intérêt. Et que bon, maintenant, la fouille systématique des véhicules, c'est pour voir s'il n'y a pas d'éventuels engins explosifs. Outre les patrouilles sectorielles organisées toutes les nuits, les forces de sécurité entendent maintenir cette opération mixte dans le souci d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Les membres du Conseil national de la société civile étaient face à la presse cet après-midi. Ils estiment que la feuille de route du gouvernement de transition doit être axée sur la défense et la restauration de l'intégrité du territoire malien, l'organisation des élections crédibles et les actions humanitaires à l'endroit des populations. Des propositions inscrites dans un document intitulé « Contribution du Conseil national de la société civile dans le dénouement de la phase intérimaire et de transition politique du Mali. Reportage de Agali Aga Aguissar. Le Conseil national de la société civile propose un gouvernement restreint de 16 membres
et une longue liste détaillée des services rattachés. Selon les organisateurs de cette conférence de presse, cette taille de gouvernement permet de réduire les charges de l'État en ce moment difficile où le pays traverse une double crise. Les documents déjà portés à la connaissance des autorités compétentes portent également les amendements du Conseil sur les projets de feuilles de route du gouvernement. L'institution a sa propre lecture de la situation. Réorienter le présent projet de feuille de route sur les deux missions principales du gouvernement de transition, à savoir la gestion de la crise du nord du pays et l'organisation des élections transparentes et crédibles. À cela, il faudra ajouter un volet transversal à tous les ministères à raison d'une activité majeure par trimestre ayant un effet de changement pour le quotidien des populations. Ainsi, la feuille de route se focalisera sur la défense et la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles et les actions humanitaires. Pour relever ces défis, le Conseil recommande le fonctionnement normal de l'administration sous un gouvernement de l'Union nationale reconnu par tous, la révision du budget national et la lumière sur toutes les exactions commises durant cette période de turbulence. Le retour de la paix et de la stabilité sociale au Mali au cœur des préoccupations du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjaniya. Elle a organisé hier après-midi au Centre international de conférence de Bamako une cérémonie de prière collective. La rencontre a regroupé plus de 200 fidèles. Abraman Maïga, compte rendu. 3 heures d'horloge pour prier et implorer la grâce de Dieu pour une sortie définitive de la crise qui traverse notre pays. Tels sont en substance les vœux du Conseil fédéral national de la Tarika Tidjaniya à travers cette cérémonie de prière collective. Plus de 2000 adeptes ont fait le déplacement ici au Centre international de conférence de Bamako. Ensemble, ils ont prié. On vient de finir avec les 3 bénédictions, à savoir premièrement le Coran, le Wazifa et le Hadra. Donc, pourquoi? Le pourquoi maintenant, c'est pour le Mali. Parce que le Mali traverse une crise très très profonde. Donc, à nous les Tidjaniya, à nous les Maliens, à nous les musulmans, d'implorer Dieu, qui est notre Seigneur. Des bénédictions ont également été faites pour le retour rapide de la paix et de la stabilité au Mali. Cette paix et cette stabilité sociale, selon le vice-président de la COFENAT, s'acquièrent dans l'union et dans l'entente entre les fidèles de la Oumma islamique. C'est pourquoi Cheikh Beidital a, dans son intervention, invité les adeptes de la Tarika Tidjaniya à se rassembler tout en parlant le même langage. C'est ce problème de désunion et de division qui fragmente et qui fragilise notre pratique de la voie sacrée en différents groupes isolés. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit de façon claire et sans ambiguïté en nous disant ceci dans sa 7e révélation: cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Cette cérémonie, qui a vu la participation de plusieurs personnalités politiques et administratives, a pris fin par la rupture du jeûne. Le Mali a l'honneur. La présidence du Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'Union interparlementaire revient à notre compatriote Maître Kassoum Tapo. La dernière session de l'organe de défense des droits parlementaires a porté son choix sur l'élu de Mopti et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. L'Union interparlementaire compte 155 pays membres. Moïse Traoré a rencontré le nouveau président. Le Comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire est un organe de défense des droits des parlementaires à travers le monde. Depuis avril 2001, un de nos compatriotes élu à Mopti est membre du dit comité. Il y représente l'Afrique et le Moyen-Orient. Tenue du 20 au 23 juillet 2012 à Genève, la dernière session du Comité des droits de l'homme des parlementaires a fait confiance au Mali, porté à la tête du dit comité. L'agenda du comité, nous devons nous réunir au Québec d'octobre prochain. Nous avons fait un agenda avec un certain nombre de cas à travers le monde que nous allons avoir à examiner. Donc j'aurai moi-même en tant que président du comité, je suis en relation permanente avec le secrétariat. Si on signale des cas de violation de parlementaires, je réagis immédiatement. Mais nous avons un agenda programmé sur une année de mission dans un certain nombre de pays
des actions à faire au niveau international avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec le Comité des droits de l'homme du Parlement africain et de l'Union africaine. Donc nous sommes en relation avec tous les organismes de défense des droits de l'homme au niveau international dans tous ceux qui sont affiliés au système des Nations Unies. L'Union interparlementaire compte 155 pays membres. Elle est affiliée au système des Nations Unies. Jusqu'ici au Mali, on n'avait pas eu de problème. Le comité n'a jamais été saisi de violation des droits des parlementaires du Mali. Il faut s'en réjouir. Donc a priori, ce n'est pas pour le Mali que je suis élu. C'est pour les pays, encore une fois, où il y a des problèmes. Nous, Dieu merci, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, notre Parlement, le mandat de notre Parlement, c'est vrai, est expiré, mais nous avons pris une loi pour proroger le mandat. On peut en dire ce qu'on veut, mais c'est une nécessité, me semble-t-il, aujourd'hui, pour sauver notre démocratie. L'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali a été président de la CENI en 1997. L'élu en est à son deuxième mandat à l'Assemblée nationale qu'il a intégré en 2001. Je vous en parlais dans les titres. Elle tue plus que le sida. Selon les statistiques nationales, 15% des Maliens sont porteurs du virus de l'hépatite B. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, la sensibilisation a été de mise. Le thème national est dépistage systématique de toutes les femmes enceintes et vaccination de tous les nouveau-nés dès la naissance. Le reportage de Bourama Traoré. Quand une maladie est méconnue, la lutte devient difficile. Tel semble être le cas pour les hépatites. Le nombre élevé de personnes infectées dans le monde en est l'une des illustrations. 240 millions de personnes sont infectées et de façon chronique de l'hépatite B et près de 450 millions de personnes portent l'hépatite C. Aussi, on estime que les hépatites virales tuent plus d'1 million de personnes chaque année. Au Mali, la situation est loin d'être reluisante. Si le taux de prévalence du VIH-Sida est estimé à 1,3%, celui des hépatites donne froid au dos. Au Mali, la prévalence de l'hépatite B serait estimée entre 15 et 20% de la population générale. Nos statistiques nous rapportent qu'environ 4,8% des donneurs de sang sont porteurs du virus de l'hépatite C au Mali. En consacrant donc une journée à la lutte contre les hépatites, la communauté mondiale a vu juste. La maladie s'est définie comme des inflammations du foie. Les hépatites sont des agressions du foie par différents agents. Mais pour le problème qui nous concerne, il s'agit des hépatites virales, des hépatites qui sont dues à des virus qu'on appelle virus hépatotropes parce que dans l'organisme, ils ont une prédilection à se fixer spécifiquement sur le foie. L'objectif de la journée est double. Expliquer les différentes formes d'hépatite, les moyens de prévention et de traitement. Passage obligé, dit-on ici, pour freiner la propagation de la maladie. Les hépatites avancent à pas de géant. Le virus grignote encore sans relâche notre foie et nous pousse tous les jours vers la tombe, dans la plus grande indifférence des autorités et des décideurs. J'en veux pour preuve que cette année, le plan décennal de développement sanitaire et social 2012-2021 a été conçu sans un mot spécifiquement sur les hépatites. Nous le déplorons. Un appel est ainsi lancé aux autorités nationales à s'impliquer fortement pour réduire l'incidence de la maladie au Mali. Le président directeur général de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère a animé une conférence de presse ce matin pour faire le bilan de l'agence après 7 années d'activité sur le terrain. Il ressort de ce point de presse que 45 milliards de francs CFA ont été investis dans l'énergie domestique et rurale et plus de 71 000 clients répartis en 230 localités ont eu accès aux services énergétiques moderne en milieu rural. Daouda Silki Diarra. Après 7 ans d'activité sur le terrain, l'heure est venue pour l'amateur de jeter un regard rétrospectif sur toutes les réalisations qu'elle a pu faire en matière d'énergie rurale et domestique. Il a été mis sous gestion villageoise plus de 1 142 000 hectares de formation forestière,
Et plus de 280 marchés ruraux de bois ont été mis en place, plus de 1 200 000 foyers améliorés, plus de 60 000 réchauds à gaz, permettant ainsi de sauvegarder plus de 205 000 hectares de forêt. Ce sont 45 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur de l'énergie rurale et domestique avec l'appui des partenaires financiers. Selon le président directeur général, les actions de l'AMADER ont permis d'atteindre, voire même de dépasser le taux d'électrification en milieu rural qui était fixé à 12% en 2010. Ce taux serait de plus de 16% en fin 2011. Cela est illustré par l'électrification de 236 localités sur l'ensemble du territoire national, l'installation de plus de 8700 systèmes solaires d'éclairage individuel ou communautaire, l'éclairage solaire de près de 900 institutions publiques et l'éclairage par solaire de plus de 200 écoles et plus de 160 centres de santé. L'étude de l'impact socio-économique des actions menées par l'AMADER au bout des 5 premières années fait ressortir que l'électrification rurale a créé 255 activités génératrices de revenus, 735 emplois permanents et 1689 emplois temporaires. Cependant, cela ne doit pas occulter les insuffisances qui sont à plusieurs niveaux, entre autres la fluctuation du prix du baril de pétrole qui menace la viabilité des projets d'électrification, le manque d'entretien des installations mise à la disposition des bénéficiaires. Une opération spéciale à Ramadan sera lancée dès lundi en faveur des personnes déplacées du Nord. L'information a été donnée ce matin par le ministère de l'Action humanitaire. C'était au cours d'un point de presse. Retenez que plus de 65 000 personnes sont déplacées vers les régions du Sud et plus de 200 000 réfugiés dans les pays voisins. Alpha Maïga, les détails. La gestion des dons pour les populations du Nord et celles déplacées dans les régions du Sud reste une préoccupation pour les autorités. À la date d'aujourd'hui, l'ensemble des actions menées dans ces régions, avec des distributions de vivres pour environ 1500 tonnes et de non-vivres, parfois accompagnées de cash transfert appuyé en argent, a coûté au département la somme de 807 500 000 francs CFA, comprenant également les frais de mission des accompagnateurs et la prise en charge de médecins envoyés au Nord. Les personnes bénéficiaires ont-elles réellement reçu les dons? Selon les conférenciers, c'est oui, et ce ne sont pas les preuves qui manquent. Nous nous sommes assurés que l'aide arrivait bel et bien aux populations, parce qu'aujourd'hui nous avons ici, n'est-ce pas, des procès-verbaux de distribution de l'aide, n'est-ce pas, qui ont été signés par les chefs de famille, attestant qu'ils ont reçu ces vivres. Au total, ce sont plus de 65 000 personnes qui sont déplacées vers les régions du Sud et plus de 200 000 qui se trouvent dans les pays voisins. Des personnes réfugiées qui n'ont pas été oubliées par le département. C'est vrai, là, ce n'est pas toujours facile. Parce que il faut faire d'abord un peu la différence entre les populations déplacées que nous maîtrisons parfaitement et les populations réfugiées qui sont régies par une autre convention. Il est prévu d'envoyer aussi au Burkina 200 tonnes de riz et 20 tonnes de sucre par rapport au mois de Ramadan. Nous sommes au mois de Ramadan. Une opération dénommée Opération Ramadan est envisagée à partir de ce lundi 30 juillet. L'opération consiste à distribuer 700 tonnes de vivres et 2000 moustiquaires. Le parti humaniste Adama Diaton vole au secours des déplacés du site d'accueil du centre de formation de Niamana. Il vient d'organiser une journée de consultation gratuite suivie d'une remise de dons de médicaments. Nando Dabele a suivi la cérémonie pour Mali Actualité. En organisant cette journée de consultation gratuite et de dons de médicaments en faveur des déplacés du site de Niamana, le parti humaniste Adama Diaton n'est pas à sa première fois. Ils arrivent dans un cadre purement humaniste pour secourir, pour aider des Maliens comme eux. Et au nom de tous les frères et sœurs déplacés ici, sur ce site, nous disons au parti humaniste, merci pour leur geste. Ils sont au total 98 personnes issues de 16 familles, en majorité des enfants, à bénéficier de ces soins médicaux. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter notre soutien comme on l'a eu à le faire il y a 2 mois de cela. Nous sommes venus faire une donation alimentaire
Et aujourd'hui, le parti a décidé de vous inscrire dans le programme de notre visite médicale qui est fait de façon semestrielle chaque année. Ouvert depuis le 1er mai 2012, le site d'accueil du centre de formation de Niamana enregistre sur les 98 déplacés 34 élèves dont 5 bacheliers, 12 candidats au DEF, 3 élèves maîtres de l'IFEM. Et à présent, place à notre grand format consacré ce soir au chapelet. Véritable outil de calcul pour les invocations, le chapelet est très utilisé par les fidèles musulmans. Quel usage fait-on du chapelet? Quelle est son origine? Autant d'interrogations qui trouvent leur réponse dans le reportage de Daouda Sidiki Diarra. Le chapelet fait partie aujourd'hui de l'univers des musulmans qui s'en servent comme support pour implorer Dieu. Il serait originaire de l'Arabie Saoudite. C'est un instrument qui sert uniquement à compter les invocations, les noms divins, les noms d'Allah. Wati beye koloshi iye femi adama de bi yere surunya alala ni jurumi on ba wole ko hablul usul juru kise min do abi jo surunya alala ina fa juru fle min bi jibo kolo la kasima koloshi e jatemina nande koro foshi tala jatemina ko koloshi nana ka konslame ya nye san chama san keme chama parce que amba ye ambalema chrétien do be wi koloshi ubulu wala koloshi ti fen kuraye islameya kono ani jen latkere kono mais foshi te fo jatemina nan kana filinga jatela nimi jateke nga do nyeni hakede fo koloshi o dronde. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et ses compagnons se servaient des articulations de leurs doigts ou des noyaux de dattes pour calculer pendant leur évocation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une innovation néfaste. C'est un signe qui nous montre que vraiment celui-là il est rattaché à son Dieu, celui-là il invoque Dieu. Donc il y a un signe particulier en chapelet. La couleur du chapelet n'a pas d'importance. Vous savez, moi j'ai un chapelet noir, il y a un chapelet rouge, noir, d'autres ont des chapelets jaunes, cela importe peu. Mais ce qui est primordial, la matière qui constitue, qui est très important, la matière qui constitue le chapelet est très importante. Il faut que ça soit une matière vraiment plus acceptable par la charia. Le chapelet, cela veut dire le moyen a changé avec le temps, mais le but est là, c'est d'adorer Dieu. Ça ne change pas. Qui est moderne de la c'est automatique en machine à manier de dos. Et bien, du boulot de la biga ou de Ganaï. Atisali kata kaketa. Il va trouver ma chama molobi. Adlalé de machine, il va du boulot de la c'est automatique. Ibika murudi kene fokata ba mata do ko shibi bolo here nimbe ko shi kroye bi munu dile do am wala sanga baraka na pour ki bika nombre ba munu nge ka saka na fasorala jate min bi ken bolongoni e jate min ka dogonde ni ya e mo bi bolongoni to ka machina calculer osa o ba ira ka fo bolongoni joro fitin de bala jate la subhanallah ni tlala sella ni salam bla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah e bo o min wurdi o be kɛ siɲɛ 37 bon o 37 o be se ka kɛ bolo la bon mais n'a tɛmɛn'o kan wurudiw be 1000 wurudiw be 20,000 bon o tɛ se ka kɛ bolo la. De nos jours, avec le nombre élevé de litanies que les fidèles musulmans récitent, la concentration est de mise. Pour avoir moins de chances de se tromper dans les calculs, ils utilisent les chapelets. Fɛn de do a be mɔgɔ dɛmɛ jate la mais n'a jɛna ni jate ye ka ban fɛn o fɛn be se ka jate kɛ o kumana o y'a taabolo ye. O ye kelen ye fɛn caman bi silamɛya kɔnɔ a nana ɲɛni de kama alakira ka misiri kɔnɔ kuran ma deli ka mɛnɛ ye kuran b'an ka misiriw kɔnɔ alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam mikro ma deli ka branché mikro b'an ka misiriw kɔnɔ mana kira ma nin kɛ ani tɛ se ka kɛ o ti kuma kelen ye kira ma fɛn dɔ kɛ mais n'a ka ɲi ni silamɛya bɛ se ka nafa sɔrɔ a la sariya kelen bɛ k'o bɛɛ autorisé kɔlɔsi b'o kɔnɔna na. Combien d'innovations dans notre religion aujourd'hui? Même à commencer par le pantalon. Le prophète n'a jamais porté de pantalon. Durant toute sa vie, il s'est habillé en des pagnes. C'est quelqu'un qui portait des pagnes. Mais aujourd'hui, nous avons des pantalons, c'est bida, c'est une innovation. Donc ce sont des choses, il y a des choses qui sont acceptables. Et le monde ne recule pas au 7e siècle. Le monde aujourd'hui est au 21e siècle. Et les juridiques aussi évoluent. Il y a des trucs, il y a des choses vraiment acceptables par la charia et tolérables. Si l'utilisation du chapelet est une innovation dans la pratique de l'islam, d'autres la trouvent contraire à l'enseignement du prophète. Ceux qui disent que c'est contraire, mais en comptant
les doigts, c'est un moyen, 1, 2, 3, 33 fois. Mais en prenant mon chapelet, j'arrive au même résultat, qui est le 33. Donc ça, c'est une créature. Ça, c'est une créature, comme je viens de vous le dire. Mais ce que le prophète a fait est le meilleur toujours. Ce que le prophète a fait est le meilleur. Mais je ne peux pas faire 1 million de fois avec mes doigts et puis les saisir, les mémoriser et tout de suite avec mon esprit. L'homme a créé les ordinateurs, mais les ordinateurs sont plus intelligents que l'homme. Pourtant, cette innovation conduit souvent certains fidèles à la négligence quand ils sont de service. Le bon musulman, c'est un bon citoyen aussi. Quand tu as opté pour le service, au moment de ça, il faut être exemplaire au niveau du service. Certains adeptes de confrérie portent de longs chapelets autour de leurs mains ou de leur cou comme signe de religiosité et d'attachement à la prière. Et sur un tout autre plan, à présent, logistique de pointe, animation à la hauteur des attentes, le Royaume-Uni a eu lui plus d'un hier soir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 27e édition. Plus de 80 000 personnes ont assisté au Parc olympique à cette cérémonie présidée par Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Les carillons de Big Ben ont lancé le top départ des Jeux Olympiques 2012 de Londres, pour le plus grand bonheur des curieux qui affluent vers le parc olympique où les attend un balai de feux d'artifice. Une majestueuse cérémonie d'ouverture orchestrée par le réalisateur Danny Boyle avec la complicité de la reine Elisabeth. I declare open the Games of London. La touche british, un brin excentrique et pleine d'humour, a conquis le public émerveillé. Adorable, remarquable. J'ai beaucoup pleuré. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai adoré. C'était fascinant, fantastique. Numéro 1 de la logistique, excellent. Près de 80 000 spectateurs se sont déplacés pour assister aux festivités organisées pour la 3e fois à Londres, où plus de 10 000 athlètes vont s'affronter pendant 2 semaines dans 26 sports. Les 205 délégations de sportifs ont défilé dans le stade de Stratford aux couleurs de leur pays. Parmi elles, l'athlète jamaïcain Usain Bolt, triple champion olympique, suivi de la délégation britannique qui a clôturé la cérémonie. Courte nuit pour les courageux venus assister aux premières épreuves. Pas de doute, la 27e édition des Jeux Olympiques a bel et bien commencé. Oui, le Mali est présent au JO de Londres avec 6 athlètes qui compétissent dans diverses disciplines. Football, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations juniors. Le Mali joue demain à Kigali contre le Rwanda. L'objectif des Aiglons maliens, c'est obtenir un bon résultat au match aller avant le retour prévu dans 2 semaines à Bamako. Comment les Aiglons ont préparé cette rencontre? La réponse dans ce reportage de Ousmane Dao. Après la 4e place obtenue lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations juniors en Afrique du Sud et une participation à la Coupe du Monde de la catégorie en Colombie, le Mali entame ce week-end les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations juniors et cette fois-ci l'adversaire s'appelle les Amavubi juniors du Rwanda. Pour cette rencontre, l'objectif est très clair, faire un bon résultat depuis le match aller pour bien négocier le retour à Bamako. J'ai un groupe qui est soudé, qui a la volonté d'aller loin, parce que je vois à Rwanda pour faire un bon match. À Rwanda, c'est un match tactique de pièges. C'est un match qui est très important aussi pour nous. On va pour saisir les 3 points. À défaut de 3 points, si on a pu arracher les matchs nuls. Malgré ses objectifs, l'entraîneur se méfie de l'adversaire car inconnu pour lui et avec une préparation mi-figue, mi-raisin. La préparation, elle a été passable. D'un côté, j'ai eu quelques jeunes, parce que je me suis passé uniquement des jeunes qui jouent le championnat, la Ligue 1 Orange. Mais malheureusement, d'un côté, je n'ai pas eu la chance de travailler avec les joueurs du Liban, les joueurs du Sauvé.
C'est ce qui a fait l'handicap. Au-delà de ce bémol devenu une marque de fabrique pour nos clubs et sélections qui vont toujours sans information sur l'adversaire, le groupe reste confiant. La confiance est toujours capitale dans un match de football, mais la méfiance doit aussi demeurer car une rencontre ne se joue pas sur le papier ou sur le nom du pays qu'on affronte. Rwanda-Mali, c'est ce dimanche à Kigali. Et bonne chance aux Aiglons. C'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, notez ce rendez-vous tout de suite après le journal, l'entretien avec le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra à l'occasion des 100 jours de son gouvernement. Une émission dirigée par Youssouf Touré, tout de suite donc sur le RTM. Mais avant, la météo dans une poignée de minutes avec Abdoulaye Keïta. Excellent moment de télévision à notre compagnie. Une pensée pour nos compatriotes du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur, rédaction avec vous. On ne vous oublie pas. Bonsoir et à demain.